Bonjour et bienvenue sur le salon de l'immobilier dans le parc des expositions. Nous sommes ici et nous allons parler avec mes invités des étapes clés d'un projet immobilier. Si vous souhaitez participer à cette conférence, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vais vous présenter les personnes qui sont autour de moi et qui vont participer à cette émission. Virginie Corso, tout d'abord, vous êtes responsable d'agence Habitat Crédit Immobilier à Montpellier. De mon autre côté, Hélène Ngo, vous êtes animatrice commerciale Patrie Immo, une filiale du Crédit Agricole. Et puis, à vos côtés, Maître Frédéric Dufouré, vous êtes président de la Chambre de notaires de l'Hérault. Alors, tous ensemble, nous allons essayer d'éclairer les spectateurs sur les étapes clés d'un projet immobilier. Alors, on va commencer à se dire, peut-être premier élément quand on a envie de se lancer dans un projet d'achat, c'est déjà de déterminer sa capacité budgétaire. Il semble que ça soit la première question à se poser et à ce moment-là, je vais aller voir mon banquier. Tout à fait. Effectivement, on encourage les porteurs de projets d'évaluer assez rapidement auprès de son banquier sa capacité d'emprunt. Donc, c'est faire le point, d'une part, des ressources dont il dispose, soit en termes d'épargne, soit en termes d'apport, qu'il peut mobiliser pour son projet. Ça peut être variable en fonction des projets. Et puis faire le point très précisément sur sa capacité d'emprunt mensuel. Et donc là, on va rapprocher les revenus du foyer, la composition du foyer, et puis le niveau de charge, que ce soit des prêts immobiliers, des prêts à la consommation. Le fonctionnement du compte est un élément aussi important. Je l'indique parce que souvent, les clients le négligent. Et c'est quand même un élément important. Et de là, on va pouvoir déterminer effectivement une enveloppe budgétaire. L'apport aussi, je ne sais pas oui, si vous l'avez dit, mais si on a ou pas un apport, tout à fait. C'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Il y a des projets où même on incite à préserver de l'épargne parce que ça peut être un levier en termes d'optimisation patrimoniale. Maintenant, c'est vrai que banquier, nous aimons qu'il y ait le plus d'apport possible. C'est aussi un engagement et ça permet aussi de minimiser la portée de l'engagement. Derrière, effectivement, on va pouvoir déterminer une enveloppe budgétaire et ça va permettre de faciliter la recherche du bien derrière en fonction des souhaits du client. Donc j'ai déterminé mon budget, je sais quelle est l'enveloppe budgétaire dont je peux disposer approximativement, mais enfin si je suis allée voir mon banquier, elle est assez précise pour le coup. Et donc là, il va me falloir définir mon projet, du neuf, de l'ancien, quel emplacement. Est-ce que le banquier va m'aider là-dedans? Et ensuite, je vais aller voir mon notaire, sans doute, pour avoir aussi des conseils, peut-être. Du côté du banquier, qu'est-ce qu'on va me dire? Alors, le banquier, il peut effectivement mettre en évidence les petits points de vigilance, que ce soit dans le neuf, dans l'ancien, ou les différences, mais surtout donner les prêts auxquels on peut avoir le droit quand on choisit plutôt l'un que l'autre. Voilà. Donc, effectivement, on intervient dans la recherche du bien de cette façon-là. Maintenant, on laisse les acteurs de l'immobilier faire leur travail en termes d'accompagnement et de conseils en recherche de biens. Maître, est-ce qu'il y a des conseils à donner quand on ne sait pas trop si on va faire son investissement, son achat dans du neuf, dans de l'ancien? On ne sait pas trop quel emplacement non plus. Est-ce qu'il y a des conseils, des pièges à éviter? Bien sûr, bien sûr. Déjà, première chose, on peut aller voir son notaire en amont du projet. On n'est pas obligé d'attendre d'être tombé d'accord sur le type de produit qu'on veut acheter. Le notaire est un généraliste et est capable de vous donner des informations justement sur les pièges à éviter pour pas que vous partiez sur une mauvaise piste de réflexion. Alors, il faut déjà bien déterminer ce qu'on souhaite acheter, se faire un cahier des charges, bien cerner son projet et rester droit dans sa tête. Il ne faut pas céder, pas tomber sur l'achat coup de cœur. Ah bah tiens, je cherche un investissement locatif et cet appartement-là, il me plaît, donc je le prends. Non, pas du tout. On n'est pas là pour choisir le bien qu'on veut habiter. Si on part sur un investissement locatif, on est là pour choisir quelque chose qui a un rendement, qui peut apporter une plus-value, qui peut ne pas perdre de valeur. Il y a des critères objectifs, alors que dans un achat de maison, on est plus sur du caractère subjectif. Alors, parmi les autres pièges qu'il va falloir éviter, donc éviter l'achat coup de cœur, effectivement, si c'est pour un investissement locatif. Quels sont les autres pièges? Alors, déjà, visiter, revisiter. On vient voir plusieurs fois, on examine, on regarde si ça rentre dans son budget, on cerne bien le sujet. On fait attention surtout à penser à la revente.
hein, parce qu'effectivement, l'achat coup de cœur, c'est super, mais si derrière, 5 ou 10 ans après, on a besoin de revendre le bien, il faut quand même rentrer dans son argent, hein. Et à ce sujet-là, on va certainement parler un peu plus tard dans la discussion, la réflexion sur le neuf, au niveau du neuf, cette réflexion est très importante, parce que quand on achète du neuf, c'est de l'achat sur du long terme, au moins du moyen terme. Sur une résidence principale, on peut se permettre d'acheter en faisant attention à la revente. Sur du neuf, c'est encore plus important parce que très souvent, vous me contredirez ou au contraire, vous confirmerez, on a besoin d'avoir une planification sur une dizaine d'années, on va dire, hein, au niveau surtout des avantages fiscaux dont vous allez peut-être parler. Est-ce qu'il y a des points de vigilance aussi sur les emplacements? Bien sûr, mais ça c'est une évidence. Il suffit de faire attention et d'avoir le bon sens du classique, hein. Vous regardez s'il y a un restaurant, vous regardez si autour, si c'est pour de la résidence principale, s'il y a des crèches, des écoles. Même si vous ciblez un F2 à destination d'un jeune couple avec des enfants, c'est important de savoir s'il y a une école dans le quartier. Des enfants plus grands, savoir s'il y a un tram par exemple, ou des choses comme ça. Vraiment le bon sens. Après, bien vérifier, un élément important, la surface, hein. La surface, on peut acheter tout type de surface. Si on cherche de l'investissement, il faut privilégier des petites surfaces. Si on cherche une plus-value, si on cherche une pérennité dans le fait que le bien soit loué, achetons peut-être un petit peu plus grand, avec du coup des locataires qui seront plus stables dans la durée et donc moins d'inquiétude à avoir en cas de départ d'un locataire. Moins de turnover et donc moins d'impayés potentiels ou de périodes, on appelle ça des périodes de vacances, pendant lesquelles on a son emprunt à rembourser et où malheureusement des fois il n'y a pas de locataire, donc les fins de mois sont un peu difficiles. D'accord. Donc ça, c'est les principaux conseils que vous pouvez nous donner. En tout cas, on pourrait en donner d'autres, mais au moins sur les points de vigilance. Alors, je pense que je me suis décidée et puis j'ai plutôt envie de me diriger vers un achat dans le neuf. À ce moment-là, je vais venir vous voir, Hélène Gau. Vous travaillez donc chez Patri-Immo. Quel va être votre rôle? Comment vous allez pouvoir m'accompagner? Notre but, si vous voulez, c'est vraiment de pouvoir accompagner en majorité les clients du Crédit Agricole dans le but de défiscaliser ou de la résidence principale. On va, si vous voulez, prendre toutes les précautions, comme disait Maître, de référencer en amont des projets, de par la notoriété du promoteur, de par l'emplacement du bien, de par tous les critères qui viennent de nous évoquer, pour justement conforter et vous rassurer dans la recherche de votre bien. Bien évidemment, on va essayer de voir aussi par rapport à votre souhait, plutôt de la défiscalisation sur les endroits où il faut vraiment chercher pour pouvoir louer et revendre le bien, et tant pour la résidence principale, des endroits que Maître aussi a évoqués. Voilà. Tout ça fait qu'on accompagne les clients sur des projets clés en main tout au long du processus, de par justement la réservation du bien, jusqu'à la visite sur site et de l'achat sur plan, et également après sur tout ce qui est livraison tout au long du processus. D'accord. Vos clients, essentiellement, viennent... C'est de la clientèle du Crédit Agricole dont vous êtes filiale. Exactement. C'est-à-dire que des gens qui ont un projet d'achat immobilier et que vous orientez vers une aide. C'est un service totalement gratuit que nous proposons à nos clients, qui est celui de la recherche de biens par de référencement de certains programmes. C'est vraiment une synergie importante qui a été vraiment mise en place et dont on est fiers, parce que c'est vrai que voilà, tous les clients à qui on accompagne, on a plutôt ce regard objectif et c'est vraiment la satisfaction du client qui fait que généralement ils nous font vraiment confiance. Alors, si jamais, finalement, donc dans votre cas, vous avez trouvé mon bien, vous m'avez proposé, fait visiter des choses qui me plaisaient. Qu'est-ce qui va se passer? On va signer... Tout à fait. Alors, le bien vous convient, tout vous correspond. On va donc signer un contrat de réservation en VFA, en vente état futur d'achèvement, auquel cas, après, il ne faudra pas hésiter à solliciter votre banquier et votre notaire pour la suite de votre projet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je retourne voir mon notaire. Donc là, c'est dans le cadre du neuf. Tout à fait. Comment ça va se passer du côté du notaire, de mon notaire? Dans le neuf, c'est un peu particulier parce que le promoteur a toujours son propre notaire, hein. Et d'après la réglementation notariale, c'est le notaire du promoteur qui est chargé de la rédaction. Donc le notaire du client est un petit peu moins en première ligne. Par contre, il est là pour accompagner le client, pour le conseiller, parce que le notaire du programme a une bonne connaissance de l'ensemble du programme, des superficies, etc. Mais il n'a pas forcément une connaissance humaine du client. D'où l'importance d'avoir son propre notaire ou pas, il n'y a pas d'obligation. Mais si on a son propre notaire, ça permet de préparer le dossier et d'être un peu moins anonyme au milieu d'un programme. Alors finalement, j'ai changé d'avis, j'ai bien réfléchi et je me dirige finalement vers un achat
dans de l'ancien, j'ai trouvé un bien qui me plaît. Et donc, je suis avec mon vendeur. Qu'est-ce que je fais? Là, je vais voir mon notaire, mais est-ce que je signe un compromis, une promesse? Comment ça se passe? Je viens sur le sujet tout de suite, mais avant, il y a deux possibilités très importantes. Quand on a trouvé un acheteur, un vendeur, bien souvent, on a une agence. Hein, et à ce moment-là, c'est souvent l'agence qui prépare le compromis, la promesse, etc. Donc, première solution, il y a une agence, elle travaille, elle fait le compromis ou la promesse. Deuxième solution, elle ne fait pas de compromis et c'est le notaire qui s'en occupe. Ou alors, il n'y a tout simplement pas d'agence et effectivement, vous pouvez voir le notaire qui s'occupera de rédiger cet avant-contrat. Avant-contrat qui, de toute façon, chez le notaire, est globalement inclus dans les frais. Il y a des petits coûts de l'ordre de 150 €, mais sur l'ensemble du projet, c'est pas bien important. Alors, quelles vont être les étapes du coup, une fois que j'ai trouvé mon bien? Alors, là, donc signature de l'avant-contrat. Alors j'utilise le terme d'avant-contrat parce qu'il y en a de deux types. On a les compromis qu'on connaît très bien dans le sud de la France, où là, c'est les deux parties qui prennent des engagements. Et puis on est de plus en plus en train de prendre la technique dite parisienne, qui est une technique de signer ce qu'on appelle des promesses, comme les promoteurs dans le neuf. Hein. Les promesses, c'est un tout petit peu différent. C'est un contrat dans lequel le vendeur s'oblige à vendre, promet de vendre, mais l'acheteur, lui, n'est pas forcément tenu d'acheter. Il peut acheter si les conditions suspensives, si avec Madame Corso, il a vu que son prêt était facile à obtenir, réalisable. Hein. Donc, il peut lever l'option et donc acheter, mais il peut très bien finalement dire qu'il ne veut plus acheter, mais à ce moment-là, il perd le dépôt de garantie. Le gros intérêt de la promesse, et c'est pour ça que dans la région, on y vient tous de plus en plus, c'est que ça permet d'avoir une date extinctive. Ça permet de rassurer le vendeur en lui disant que si à telle date, l'acheteur n'a pas son financement, le fait tourner un peu en bourrique en ne donnant pas de nouvelles, il peut très facilement arrêter l'opération avec cette date extinctive et essayer d'obtenir le versement du dépôt de garantie, mais surtout remettre en vente et donc ne pas se retrouver piégé. La promesse, c'est un délai qui est plus court que celui d'un compromis? Alors, non, justement, on le met un peu plus long. On le met un peu plus long parce qu'on ne veut pas qu'à la date prévue, elle tombe simplement parce qu'il a été demandé un questionnaire de santé au niveau d'une banque et où il y a un petit décalage de 15 jours. Donc au contraire, on met un délai légèrement plus long pour donner le maximum de chance au client acheteur d'avoir tous les paramètres au vert dans le cadre de son projet d'achat. Quel est le délai de rétractation si jamais j'ai signé? Effectivement, vient de me le dire. Alors, il faut savoir que l'acheteur, suite à la signature d'un contrat, quel qu'il soit, promesse, compromis, contrat de réservation, a globalement un délai de 10 jours de rétractation. Hein. Donc, il a encore 10 jours pour réfléchir, faire un courrier recommandé à son notaire indiquant qu'il ne veut pas donner suite, et à ce moment-là, toutes les sommes versées lui sont restituées. Alors ensuite, je vais me retourner vers mon banquier. Et oui, parce qu'une fois qu'on a signé le compromis, il y a la question de l'argent. On va laisser le notaire travailler tranquillement sur son dossier et sur ses pièces administratives et on va se retourner vers son banquier pour obtenir son emprunt. Alors je reviens vous voir, Virginie Corso. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va négocier. On va négocier, exactement. Et nous allons parler des taux. Exactement, mais pas que. Puisqu'effectivement, un bon prêt immobilier ne s'entend pas que par la qualité du taux ou la compétitivité du taux, mais aussi par toutes les périphéries, que ce soit l'assurance, que ce soit la garantie. On va évoquer le plan de financement, les financements auxquels les clients peuvent prétendre en fonction du projet qu'ils auront choisi. Et là, il peut y avoir de multiples propositions possibles. La durée aussi, on va parler de la durée, on va affiner la durée. Exactement, on va affiner la durée pour coller le plus possible au projet du client actuel et les projets futurs. C'est vrai qu'on peut aussi intégrer dans notre plan de financement des projets à venir qui permettent de la souplesse. Voilà. Donc, on fait concrètement la demande de prêt. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a un délai de réflexion? On complète le dossier parce qu'on aime encore un petit peu les papiers. Et une fois que le dossier est complet, on va effectivement porter une décision sur ce dossier. Et une fois qu'on a accordé le dossier, on va émettre l'offre de prêt. Combien de temps? Parce qu'on l'entend souvent évoquer, j'ai pas eu de réponse encore de ma banque, ou ça y est, j'ai eu la réponse de ma banque. Concrètement, il faut compter combien de temps entre une demande de prêt et une réponse? À partir du moment où on a un dossier qui est complet, c'est important, et le compromis est la pièce constitutive de base, notre engagement relationnel, je dirais, est celui de 5 jours maximum.
D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai ma réponse positive. Voilà, je vais mettre l'offre de prêt. Oui. Et donc, le client aura un délai de réflexion de 10 jours, date avant laquelle il ne pourra pas nous valider cette offre. Voilà. Donc là, c'est un délai qui est bloqué, figé, pour qu'il puisse effectivement réfléchir, comparer éventuellement, et ensuite, il nous retournera l'offre de prêt. Alors, nous avons mis en place, d'ailleurs, nous sommes précurseurs, la signature électronique, qui permet de faciliter et fluidifier cette signature, puisqu'on avait des difficultés dans le formalisme de prêt qui pouvaient retarder parfois de nombreuses semaines la signature des actes. Donc aujourd'hui, sachez que ça se fait de façon électronique. En tout cas, au Crédit Agricole, cette signature électronique se fait, oui, parce que maintenant que j'ai mon prêt, que j'ai trouvé mon bien, ben, je suis pressée. Alors je retourne voir mon notaire. Bien sûr. Comment va s'organiser la signature? Comment je peux récupérer rapidement mes clés? Comment ça va se passer? Vous êtes le client, la cliente parfaite, c'est voilà. toujours ça. Hein. Maintenant, on veut déménager. Hein. Alors là, il faut faire attention, il y a des timings à bien respecter. Comme on a vu, il y a déjà le délai de 10 jours. Hein. Délai de 10 jours, après la banque, il lui faut quelques jours pour recevoir les courriers, et puis il lui faut débloquer les fonds. Donc à partir du moment où on reçoit l'offre de prêt, il faut savoir qu'on va signer globalement 3 semaines après. Hein. L'important, c'est de contacter son notaire à ce moment-là pour anticiper la prise de rendez-vous. Parce que si le client m'appelle en me disant c'est bon, j'ai mes sous, je veux signer demain, je vais me retrouver face à une problématique de pièces qui ne seront pas encore obtenues, de documents complexes, de documents périmés. Je vais pas avoir pu finaliser mon dossier. Et puis il va falloir réunir le vendeur et son notaire Exactement, aussi. le vendeur peut avoir des contraintes. Hein. Il peut ne pas avoir déménagé, il attendait le dernier moment pour donner un dernier coup de balai. Hein. Donc l'intéressant, c'est que dès qu'on reçoit son offre de prêt, prévenir son vendeur parce qu'il est toujours ravi de savoir que le prêt est obtenu. Hein. Mais en même temps, prévenir son notaire, c'est le moment où on peut organiser le rendez-vous en toute sérénité puisqu'on a un horizon à 3 semaines. Hein. Merci beaucoup, maître. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. On a vu beaucoup là sur l'ancien, on a expliqué sur l'ancien. Mais quand on achète dans du neuf, on a parfois cet achat dans un but d'investissement et donc de défiscalisation. Si c'est le cas, justement, un intermédiaire comme le vôtre, à Patrimo, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? On a vu que dans le neuf, vous aidiez le client dès le départ à trouver un produit qui soit adapté à son souhait, à son projet. Et vous avez donc affaire à des clients qui veulent faire des placements, des investissements, de la défiscalisation. Vous les avez aidés à trouver le bien, ils l'ont acheté. Qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, effectivement, on intervient en amont également pour tout ce qui est recherche de locataires via une agence immobilière qui est Square Habitat pour que le jour de la remise des clés, le client, vous-même, ayez déjà un locataire dans les lieux pour justement compenser la mensualité de votre financement. Et vous allez donc intervenir aussi sur la gestion locative. Comment ça va se passer? Tout à fait. On le met juste là en relation avec le client et l'agence immobilière pour que justement il puisse trouver un locataire et faire la gestion locative. Dans le cas d'une défiscalisation, si c'est le cas d'une résidence principale, automatiquement, on a la remise des clés, on vous accompagne jusqu'à le jour de cette livraison-là. Je crois qu'on connaît déjà énormément d'éléments sur les différentes étapes qui vont être les étapes clés d'un projet immobilier. On espère qu'on a été en tout cas le plus clair possible. Je vais vous demander quand même, maître, une dernière chose, parce que je sais que la semaine prochaine, c'est la semaine de l'immobilier partout en France. Bon, je sens venir le piège. Oui, c'est une manifestation nationale. Il va y avoir beaucoup d'événements. Et à partir de lundi, on va découvrir les derniers chiffres de l'immobilier, du marché de l'immobilier, des chiffres nationaux, mais aussi des chiffres sur notre département. Alors, je suis sûre que vous avez déjà peu une avant-première sur certains de ces chiffres et que vous pouvez nous indiquer quelques tendances ici en avant-première. C'est le salon de l'immobilier quand même. Alors, bien sûr, on les a puisqu'ils vont sortir officiellement lundi. Hein. Bon. Alors, vous me piégez parce que je n'ai pas le droit de les communiquer avant lundi. Oui, mais là, pour le salon de l'immobilier, on peut tout faire. Et puis, vu la compagnie élégante dans laquelle je voilà. suis, je ne peux pas refuser. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être des choses qui sont particulièrement intéressantes pour les professionnels qui sont ici. C'est en termes de volume des ventes, les derniers chiffres disent quoi? Alors, les chiffres qu'on avait jusque-là dataient d'il y a plus de 6 mois. Là, on a des chiffres donc à fin septembre, où on voit par exemple que l'évolution des prix
et variablement à la hausse ou à la baisse suivant la typologie des biens. Hein. Déjà, on a un volume de vente qui augmente, on qui a un volume baisse de vente qui augmente légèrement. Hein. Sur la dernière année glissante, on est sur du plus 0,8. Hein. Donc contrairement à ce qu'on dit, oui. le marché reste porteur. Hein. Alors pas partout. On voit qu'actuellement, il y a effectivement dans du neuf peut-être un petit peu de repli. Hein. Mais bon, on est dans des périodes politiques particulières et ça peut justifier effectivement des situations particulières. Alors quelque chose qui va intéresser les acheteurs au niveau justement des prix. Des prix dans, mettons, un appartement neuf, on va être sur des prix qui augmentent, des prix qui baissent. Alors, sur l'appartement neuf, c'est étonnant, mais on est à la baisse. Hein. Alors, attention, hein, on est presque dans de la stabilité. On est dans de la baisse actuellement à 1,1 dans l'Hérault. Mais ce qui couvre tout le périmètre de l'Hérault. Hein. Je ne parle pas spécifiquement de certaines zones ou dans des quartiers porteurs avec des facilités de défiscalisation liées à des zonages. Hein. Comme Montpellier, Nîmes, Sète, c'est vraiment encore des secteurs qui sont très porteurs et qui ne voient pas du tout les prix baisser. Voilà. Avec des taux intéressants en plus toujours actuellement. Très intéressant, particulièrement même. Et allez, je vous en donne encore un ou deux quand même, hein, pour le plaisir. Donc les maisons anciennes, forte augmentation, 3,2%. Hein, et surtout les terrains, mais on sait très bien que dans la région des terrains, il n'y en a pas. On est sur du plus 9%, ce qui est très très important. Grosse augmentation du prix du foncier. Et oui, malheureusement, parce que du coup, c'est très difficile de faire construire. Très bien, merci beaucoup. Merci pour ce scoop, maître. C'était le lieu. On est, je vous le rappelle, sur le salon de l'immobilier. On est encore jusqu'à dimanche soir. N'hésitez pas à venir rencontrer les professionnels. Ils sont tous réunis ici. On a les notaires, on a les banquiers, on a les promoteurs, on a les agences immobilières, on a les courtiers. Tout le monde est là pour vous aider dans votre projet de recherche, d'achat, mais aussi pour vous conseiller. Vous retrouvez l'ensemble de nos émissions sur le site YouTube du Salon de l'Immobilier, bien sûr sur la chaîne YouTube, mais aussi sur le Facebook, ainsi que le Facebook de notre partenaire Forum TV. Merci beaucoup.